Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Quel avenir pour l'Europe à quelques jours de l'anniversaire des 60 ans du traité de Rome, qui est, comme vous le savez, le traité fondateur de l'Union européenne. La question se pose, elle se pose d'autant plus que les signes d'hostilité des citoyens envers l'Europe se multiplient. On va en dire quelques mots. Et puis le vote du Brexit aussi, dont on reparle encore en ce moment, en est aussi un symptôme. On en parle avec vous, Pervenche Berès. Vous êtes socialiste et démocrate, députée européenne bien sûr, et auteur d'un des 3 rapports sur l'avenir de l'Europe. On en parlera tout à l'heure. Florent Marcellesi, vous êtes, vous, vert, espagnol, vert Alliance Libre Europe, et Patrick Le Yarrick, vous êtes député de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Revenons peut-être en quelques mots sur le diagnostic. Est-ce que les uns et les autres, vous constatez cette désaffection grandissante de l'Europe dont tout le monde parle? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous le constatez réellement, Pervenche Berès? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir énoncé un scoop? Non, c'est pas un scoop. Non. Mais je crois que on est dans un moment particulièrement difficile. Que l'Europe est en polycrise, c'est une certitude. Qu'on n'ait pas traité correctement la question des souverainetés, qu'on ait surestimé la création de richesses à travers le marché intérieur, qu'on ait sous-estimé la question des besoins d'harmonisation fiscale, sociale, j'en passe, et des meilleurs qu'aujourd'hui le Royaume-Uni veuille s'en aller, tout ça est exact. La seule question qui va se poser, c'est est-ce que on se sert des échéances qui sont devant nous, à savoir l'élection présidentielle en France par exemple, pour parler d'Europe, pour dire ce que nous voulons faire. Et à cette question, qu'est-ce que nous apportons comme réponse? Est-ce que nous disons c'est trop dur, on abandonne? Ou est-ce qu'on se donne les moyens de faire fonctionner cette Europe dont je crois nous avons énormément besoin dans la mondialisation? Oui, si j'en parle, c'est parce que, évidemment, sur tous ces thèmes dont vous parlez là, bien sûr, on en parle depuis longtemps, etc. Mais là, on a l'impression, peut-être aussi que la conjoncture dont vous parlez, à savoir les élections en Europe, et spécialement l'élection en France, est propice aussi à cette espèce de malaise qu'on ressent, mais j'allais dire chez tout le monde un petit peu à l'heure actuelle. Enfin, je ne sais pas si votre ressentiment, vous ressentez ça ou pas? Vous êtes en Espagne, mais est-ce que vous ressentez un petit peu ça quand même aussi? Moi, ce que je ressens surtout, c'est quand on dit que l'Europe est en crise, on peut peut-être se poser la question de qu'est-ce qui n'est pas en crise actuellement. Parce que la France, vous habitez, est en crise, l'Espagne est en crise, le Royaume-Uni est sur le bord de l'implosion interne. Donc, où est la crise? La crise, elle est à tous les niveaux actuellement. Et l'Europe, c'est juste le reflet global de cette crise qu'on retrouve au niveau local, au niveau régional et au niveau national dans tous les pays actuellement. Et le problème, c'est qu'on n'a effectivement pas un diagnostic commun entre tous. Quand on voit les 5 scénarios proposés par Juncker, effectivement, il y a 3 scénarios qui nous mènent directement à la désintégration de l'Union européenne, et seulement 2 qui pourraient être plus ou moins acceptables, et encore pour nous, ils ne sont pas acceptables, il en faudra un 6e basé sur la démocratie européenne. Donc effectivement, je pense qu'il y a besoin d'avoir un diagnostic partagé, et c'est de revenir à une démocratie bien plus profonde, approfondie de l'Europe. Mais au fond, est-ce qu'il faut sauver l'Europe, Patrick Le Yarrick? Est-ce que au sein du Parlement, on sait qu'il y en a qui ne le souhaitent pas, est-ce que vous plaidez, vous, pour une Union européenne améliorée, etc. Est-ce que le Brexit a mis à l'ordre du jour le départ pur et simple de l'Europe? Pourquoi est-ce qu'il faut sauver l'Europe finalement? Est-ce qu'il faut la sauver? Pourquoi? Mais de toute façon, l'Europe n'a pas besoin de nous pour se sauver. L'Europe est une entité géographique. Vous venez d'employer 2 mots, Europe et Union européenne. L'Union européenne est bien plus petite que l'Europe. L'Europe est une entité géographique, l'Union européenne est une entité politique, économique, un peu sociale désormais. La question n'est pas de savoir si on la sauve ou pas, la question est de savoir si elle revient à sa promesse d'origine, il y a 60 ans, c'est-à-dire elle va être capable de protéger les citoyens de la mondialisation capitaliste, des dérèglements climatiques et d'une multitude d'autres choses par ailleurs pour lesquelles il faudrait beaucoup coopérer. Donc c'est cette question-là qui est posée. Et si on se la pose, c'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'une manière de la résoudre, c'est de donner la parole aux citoyens, c'est d'organiser à travers toute l'Union européenne un débat démocratique à l'échelle des collectivités, à l'échelle des régions, à l'échelle des nations évidemment, trouver le moyen de faire une synthèse de tout ceci pour avoir un bilan réel parce qu'on fait les 60 ans de Rome, mais il est 25 ans du traité de Maastricht également. Et l'acte unique et Maastricht est un basculement, puisqu'on fait une monnaie unique, on fait des éléments supérieurs de fédéralisme alors qu'on est dans une gouvernance confédérale en quelque sorte. Et donc c'est ce bilan-là qu'il faudrait faire ensemble et à partir de ce bilan-là, voir
quels sont les moyens qu'on se donne pour que les gens soient protégés et qu'on avance vers une Europe sociale et solidaire. Alors, Pervenche Berès, on le sait, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a proposé dans son livre blanc 5 scénarios. On ne va pas les énumérer. Globalement, vous en pensez quoi de ces scénarios? Est-ce que, pour suivre ce que vient de dire Patrick Le Yarrick, c'est une solution, c'est une voie en tous les cas pour rendre les choses... Alors, 3 éléments de réponse. D'abord, je partage le diagnostic de Patrick Le Yarrick. Il faut que le débat sur la question européenne s'organise. En France, je l'ai dit, il me semble que l'élection présidentielle doit être ce moment de rendez-vous, parce que quand même, imaginez qu'on élit un président de la République française sans poser la question de savoir quel est le mandat européen qu'on lui donne, c'est quand même une grave faute. Parce qu'une fois qu'il devient président, ses premiers rendez-vous, c'est d'aller au Conseil européen, dire ce qu'il veut pour son pays. Donc c'est quand même un point tout à fait essentiel qui ne peut pas être passé sous silence et dans lequel je ne veux pas que seuls les adversaires de l'Europe, ceux pour qui il y a une solution simple qui est de dire ça ne marche pas, je jette, aient la parole. La deuxième chose, c'est que la bonne question qui est posée par Patrick Le Yarrick, il faut y répondre en regardant l'ensemble des éléments. Est-ce que cette Europe imparfaite, nous la corrigeons ? Ou, encore une fois, est-ce que nous l'abandonnons alors que nous voyons ce que M. Trump pourrait faire des États-Unis, nous voyons ce que M. Poutine fait en Russie, et il me semble que le potentiel de protection de l'Union européenne reste extrêmement fort et reste une des meilleures garanties que nous pouvons apporter à nos concitoyens. Alors après, le troisième élément, il appartient à chacun d'apporter les éléments concrets. Et Jean-Claude Juncker, dans son livre blanc, qu'est-ce qu'il a fait? Certains le critiquent en lui disant mais le président de la Commission a le monopole de l'initiative, il aurait dû dire il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, dans le contexte où on est, où vous savez que pour préparer le 60e anniversaire du traité de Rome, il y a eu des réunions de ce qu'on appelle les Sherpas, c'est-à-dire les représentants des chefs d'État et de gouvernement, pour savoir ce qu'on pourrait mettre dans cette déclaration. Et le résultat du tour de table, c'était toujours « Monsieur Juncker, ne vous occupez pas de ça, on va s'en occuper nous-mêmes dans les États membres ». Donc moi, je comprends un tout petit peu lorsque Jean-Claude Juncker renvoie la balle aux États membres en leur disant eh bien maintenant, c'est à vous de choisir la Commission. On n'est pas dans une vraie fédération. Donc la Commission n'a pas de pouvoir ex nihilo, sauf dans le domaine de la concurrence ou dans quelques domaines très limités. Mais pour aller de l'avant, il faut bien que ce soit une vision partagée par les chefs d'État et de gouvernement et mandatée par leur peuple. D'où l'importance du rendez-vous électoral que nous aurons en France. On va y revenir, on y revient. On est là pour parler de l'Europe, mais c'est vrai que vous faites bien de le signaler. Redisons tout de même, Florent Marcellesi, votre point de vue sur ces 5 scénarios de Juncker. C'est une base, c'est quelque chose à partir de quoi on peut réfléchir ou pas? Ouais, en fait, ce qui me choque pas, absolument pas, comme vous, c'est qu'il ait présenté 5 scénarios. Je trouve ça tout à fait bien, justement, parce qu'en plus, il redonne la main, justement, aux États en disant, voilà, vous voulez réfléchir, réfléchissez, mais la responsabilité, tout à fait, c'est une bonne chose. Moi, ce qui m'a un peu gêné, pour dire de certaine façon, c'est qu'il n'y a pas ce 6e scénario, bien plus social, écologique et surtout démocratique, qui redonne, comme vous le disiez avant, le pouvoir aux citoyens et aux citoyennes pour décider l'Europe qu'ils veulent. Donc ça, on ne le retrouve pas, ce scénario, parce qu'on a eu les pères fondateurs il y a 60 ans, d'ailleurs, que des pères fondateurs, on n'a pas de mère fondatrice, et je pense qu'il est temps de remettre justement les pères et les mères fondatrices au centre du projet, et ça, c'est les citoyens et les citoyennes. Donc on a vraiment besoin, effectivement, donc nous, depuis les Verts, on aimerait bien avoir une assemblée constituante, par exemple, pour l'Europe, qui pourrait écrire une constitution courte, facile à comprendre, qui mettrait les règles claires pour savoir où on va, et je pense que c'est ça qui manque à Juncker, c'est d'avoir fait, effectivement, un scénario un peu plus ambitieux sur l'Europe de demain, qui est une Europe vraiment démocratique à tous les niveaux. Et là, on espère, c'est par là qu'on va aller, nous les Verts, en proposant ce 6e scénario, l'Europe démocratique. Et Europe démocratique, Europe sociale, on prononçait le mot. Juncker aussi l'a prononcé d'ailleurs, il a dit que c'était l'avenir de l'Europe. Vous y croyez, Patrick Le Yarrick, à cette Europe sociale dont parle la Commission européenne aujourd'hui? C'est un scénario sur lequel, en tous les cas, vers lequel il faut se diriger? Celle de la Commission européenne, je n'y crois pas un mot, parce qu'elle n'a pas fait la démonstration qu'elle était ni très sociale, ni très solidaire, ni très rien du tout. Mais par contre, oui, j'y crois. Mais ça ne peut être que l'affaire des gens, l'affaire des citoyens, l'affaire des travailleurs européens. Et pour cela, il faut créer les conditions qu'ils se rencontrent.
par-delà les différences. On sait que par exemple dans une grande confédération comme la Confédération syndicale européenne, il n'est pas si facile tous les jours de se mettre d'accord. Il y a des contradictions objectives, il faut l'admettre. Mais au moins créons les conditions de ce débat, mobilisons les associations, mobilisons les organisations syndicales, l'ensemble des partis politiques démocratiques, et à partir de ce remue-ménage avec les élus locaux, avec les assemblées nationales, avec chacun des parlements nationaux, créons les conditions de ça pour aller vers au moins les prémices d'une refondation. Sinon, ça va s'effondrer. On est en train de le voir en ce moment, par exemple. Beaucoup s'interrogent sur le fait de savoir pourquoi aux Pays-Bas, l'extrême droite est si élevée alors qu'ils n'ont pas le taux de chômage que nous avons, ils n'ont pas les problématiques que nous avons, ils n'ont même pas le niveau d'immigration que nous avons. Vraisemblablement, je ne suis évidemment pas sûr de ce que je dis, mais vraisemblablement, il y a une question de lien, d'identité et de lien avec une construction commune, une vraie construction commune. Pervenche Berès, vous êtes l'auteur, on le disait tout à l'heure, d'un des 3 rapports sur l'avenir de l'Europe qui a été présenté à la dernière session. Alors, revenons un peu, on ne va pas revenir peut-être dans le détail parce qu'on en a déjà parlé, mais revenons un petit peu sur l'esprit de vos propositions, des suggestions que vous avez faites dans ce rapport, notamment en matière économique et sociale. Réexpliquez-nous un petit peu votre proposition. L'idée, vous savez, il faut peut-être rappeler tout de même que ces 3 rapports ont été pensés comme la contribution du Parlement européen à la célébration du 60e anniversaire. Le deuxième, c'est celui du Verhofstadt et de Il y en a un par Reinhard Guy Verhofstadt qui dit où est-ce qu'il faudrait changer les traités. Il y en a un autre par 2 collègues socialistes et PPE, donc de la droite chrétien-démocrate, qui dit ce qu'on pourrait faire dans le cadre des traités existants. Le rapport que j'ai coécrit avec un chrétien-démocrate allemand, donc un opposant politique, ça porte sur l'idée d'un budget de la zone euro. Sans évoquer les pères et les mères fondatrices qui étaient peu nombreuses effectivement autour de la table, Jacques Delors nous a toujours dit qu'il fallait faire de la coopération des politiques économiques lorsqu'on avait une même monnaie. Ça fait 15 ans qu'on a fait de la coopération des politiques économiques et on a vu que ça ne marchait pas. Parce que ça, on a eu et l'outil de la coopération, en fait, c'était des règles, qui étaient le pacte de stabilité. On voit bien que ça ne marche pas, les États divergent. Et quand il y a eu la crise, il a fallu, au coin d'une table dans une nuit, inventer un mécanisme pour venir aider des pays qui ne pouvaient même plus aller sur les marchés parce que les agences de notation avaient trop dégradé leurs notes. Et du coup, nous disons que si on partage une même monnaie, il faut recréer au niveau de la zone des outils de pilotage de la politique économique. Je crois que pour des Français, c'est quelque chose qui est assez compréhensible. Ce n'est pas la culture dans tous les États membres, cette idée qu'on a au niveau central une capacité d'intervention. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a fait que la moitié du chemin. Parce qu'il faut cette capacité d'intervention. Pourquoi ? Nous pensons que cette capacité d'intervention, évidemment, elle doit permettre de faire converger les économies, pour qu'on ait des minimums sociaux, par exemple un salaire minimum, que dans le domaine fiscal, eh bien, on aille vers un impôt sur les sociétés avec y compris des taux minimums, parce que sinon on organise le dumping fiscal à l'intérieur d'un même espace. Et il faut que tout le volet de solidarité soit presque avec des mécanismes automatiques. C'est-à-dire quand vous allez mal, on vient vous aider et pas de rentrer dans une négociation politique qui fait qu'on vous étrangle au même moment où, soi-disant, on vous aide. Tout ça est présenté de manière un petit peu imagée, mais la logique de cette idée d'un budget de la zone euro, c'est bien celui-là. Votre point de vue là-dessus, Florent Marcellesi, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je partage pas mal d'idées qui ont été dites. Ça ne m'étonne pas qu'on aille ensemble aux élections. Sachant que vous vous intéressez beaucoup à la Grèce aussi. À la Grèce aussi, surtout à l'Espagne, parce qu'on a vécu la crise de façon encore plus dure que certains pays plus au nord. Mais je pense qu'effectivement, le budget de la zone euro est une bonne idée. Et surtout aussi, il faudrait parler d'un parlement de la zone euro. Parce qu'on s'est dit qu'il y a une zone euro, une monnaie unique, il faut aussi avoir comment le contrôle démocratique qu'on a derrière. Alors, je ne peux pas vous dire si le parlement de la zone euro serait un parlement à l'intérieur du parlement ici, un parlement à côté. Ça, je pense qu'on en discuter. Le principal, c'est d'avoir l'idée derrière que si on a
une monnaie unique, il faut absolument qu'il y ait derrière effectivement un contrôle citoyen, un contrôle de représentation démocratique. Ça, c'est quelque chose qui est basique. Le budget doit être effectivement un budget de la zone euro et un budget en général de l'Union européenne bien plus important actuellement. Le budget est ridicule si on veut faire marcher l'Union européenne. Les États-Unis ont un budget qui est bien plus élevé que le nôtre, par exemple, pour leur gouvernement et leur fonctionnement fédéral. Donc je pense qu'il faut aussi faire le saut à ce niveau-là. Si on veut une vraie protection, un salaire minimum, toutes les règles que vous avez pu dire avant au niveau social et solidaire, il faut effectivement que l'Europe s'en donne les moyens. Par exemple, on a plus de fonctionnaires à Madrid dans l'Union européenne. Donc qu'est-ce qu'on veut effectivement? On veut faire marcher mieux l'Union européenne ou on ne le veut pas? Donc effectivement, je pense qu'il faut ce genre de propositions sur lesquelles on est totalement. Et il faut aussi toutes les propositions démocratiques à côté. Par exemple, nous on est pour une liste transnationale pour les européennes, pas forcément à 100% transnationale, mais par exemple qu'une grosse partie soit transnationale. Parce que si on veut que les citoyens et citoyennes débattent au niveau européen, il faut bien qu'ils se rendent compte quelque part aussi. Et mettre une liste transnationale, ça permet de mettre sur une même circonscription des Polonais, des Français, des Espagnols et des Suédois. Et je pense que ça, c'est vraiment nécessaire de l'avoir au centre de la proposition que le Parlement européen pourra faire. Sur le plan politique, Patrick Le Yarrick, le Parlement, on le voit bien, est un petit peu figé. On vient de le voir avec le CETA, par exemple, encore, avec le vote du CETA, entre un bloc majoritaire conservateur libéraux d'un côté, l'extrême droite de l'autre, et puis un groupe progressiste qui a du mal à se faire entendre, il faut bien le dire, et à faire progresser la vision. Vous êtes quand même les uns et les autres en train de faire avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation pour que ça bouge quand même? Au Parlement? Oui, au Parlement. Au Parlement, moi personnellement, je suis partisan que les forces progressistes, comme vous les nommez, puissent rencontrer plus et travailler ensemble, faire des propositions communes. Moi, je pense que si on essayait de proposer ensemble des textes, de se les répartir parfois et non pas de se combattre à partir de postures, je pense qu'il y a un certain nombre d'avancées, en tout cas de préconisations du Parlement européen qu'on pourrait faire. Et puisque c'est la règle, la loi, moi je ne conteste pas qu'un parlementaire socialiste fasse un rapport avec un parlementaire du PPE, puisque c'est la règle. Moi je ne suis pas contre ça dans l'absolu. Ceci dit, on devrait trouver un certain nombre de plages, en quelque sorte des espèces de niches parlementaires, pour proposer ensemble des avancées sur l'environnement, la transition environnementale, sur les enjeux sociaux, sur des espaces de solidarité communs. Parce que si on ne se mobilise pas autrement pour une transformation, on mettra la barre où on voudra. Moi, je suis personnellement pour ce qu'on appelle plutôt une refondation de la construction européenne, mais au moins on a tous la volonté de transformer de manière progressiste, d'une visée écologiste. Si on ne fait pas ça, on va continuer à laisser prise, non pas à des eurosceptiques, nous en sommes plus là, à des europhobes, qui sont très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de rentrer à la faveur de cela dans une spirale où on entend des mots qu'on n'entendait plus depuis les années 30-34. Un dernier mot avec vous, Pervenche Berès. D'accord un petit peu avec tout ça. Finalement, on est un peu plus optimiste qu'on semblait ne pas l'être en début de ce débat. Écoutez, sur des constats que tout le monde fait malgré tout aujourd'hui. Bon, d'abord, je veux rassurer Patrick Le Yarrick. Moi, je ne suis pas une farouche partisane de la complicité avec les chrétiens démocrates. Non, mais je me dis ça. Non, mais je sais très bien que ça n'était pas du tout l'esprit de vos propos. Mais pourquoi est-ce que j'ai pensé que sur cette affaire d'un budget de la zone euro, c'était important de faire un rapport avec quelqu'un de la CDU allemande? Parce qu'au Conseil, on voit bien que M. Schäuble s'y oppose totalement. Et donc d'avoir quelqu'un qui est du parti de M. Schäuble, qui au Parlement européen ouvre la porte pour un débat sur cette question qui est absolument fondamentale pour faire de l'Europe dans la zone euro un vrai espace de solidarité, je crois que ça valait le coup de montrer qu'avec un autre état d'esprit, une autre approche, on peut y arriver. Après, sur le fond de ce qui nous attend dans les 2 ans qui restent, moi j'achète à 100% la proposition de Patrick Le Yarrick, et d'ailleurs je crois que c'est le sens de ce qu'a fait le groupe socialiste en présentant un candidat, Gianni Pittella, contre l'actuel président du Parlement européen, M. Tajani, avec l'idée qu'il fallait un candidat de la gauche. Dernier
dernier point, est-ce qu'on est plus optimiste? En tout cas, moi j'ai l'optimisme de la détermination et de la volonté. Et ce que je sais, c'est que dans le monde extrêmement instable dans lequel nous sommes, c'est très facile peut-être d'avancer dans une campagne en disant il y a un problème de niveau de revenu des agriculteurs, supprimons la PAC. Il y a un problème de chômage, supprimons l'euro. Il y a un problème de terroristes, supprimons Schengen. Je ne crois à aucune de ces solutions. Et ceux qui disent ça mentent aux Français. Et c'est ça qu'il faut avoir le courage de faire. Alors ça suppose un peu de pédagogie, et merci de nous permettre d'en faire un petit peu. Mais ça suppose aussi, vis-à-vis des pays qui ne sont pas dans la zone euro, de les rassurer, de leur dire qu'on veut aller tous ensemble, mais qu'il faut quand même s'occuper du cœur nucléaire et que ce cœur nucléaire, c'est la façon dont l'euro sert ou non une stratégie progressiste. Juste un petit mot avec vous, Florent Marcellesi, puisque vous êtes un petit nouveau, on va dire, pas vraiment, mais dans le Parlement tout de même. Quel est votre point de vue? Vous êtes optimiste, vous voyez les choses bouger, vous avez envie qu'elles bougent. Comment vous voyez les choses aujourd'hui? Les choses bougent, ça c'est clair. Par exemple, faire cet espace progressisme, ça existe déjà au Parlement européen, par exemple, c'est avec le Progressive Caucus, où on se retrouve différentes. Moi, je suis à l'intérieur du comité directeur de ce Progressive Caucus. On retrouve effectivement des socialistes, on retrouve des personnes de la gauche, des Verts. Donc effectivement, ça bouge à ce niveau-là, et je pense qu'on met des idées de plus en plus effectivement sur des sujets comme l'Europe, sur des sujets comme le CETA par exemple, parce que l'opposition au CETA était bien au-delà des rangs des Verts et de la gauche. Était aussi par exemple les socialistes et démocrates, certains étaient contre. Donc effectivement là ça bouge, le Progressive Caucus. Il y a d'autres choses qui bougent, par exemple c'est DiEM25 avec Varoufakis par exemple, parce que je trouve ça très intéressant, parce qu'il met la question démocratique au centre, et là il ne met pas la question gauche-droite. D'ailleurs c'est assez intéressant. Je fais aussi partie de DiEM25. Il fait pas, ils disent pas c'est gauche-droite, c'est la démocratie. Il faut remettre ça au centre si on veut construire quelque chose. Et là, je pense qu'il y a effectivement un gros débat aussi dans la gauche. Je pense qu'il faut, là, je regarde de ce côté-là, parce que quand je vois la présentation du plan B ou plan A, plan B, je ne sais plus comment il l'appelle maintenant, de la part de Mélenchon, moi je me dis effectivement qu'il y a en plus de l'axe gauche-droite, il y a aussi un axe Europe sur lequel il faut qu'on débatte. Et là, c'est pas forcément des grands accords qu'on retrouve. Moi, je suis beaucoup plus d'accord avec Varoufakis là-dessus qu'avec Mélenchon. Voilà. Merci à vous d'avoir participé à ce débat rapidement, mais assez profondément. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis ne manquez pas également l'autre débat que vous retrouverez sur l'humanité.fr et qui porte sur la défense européenne. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.